Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les Imaginales 2019 en compagnie de Johan Elliott. Donc, bienvenue. Donc tu as une nouveauté qui vient juste de sortir chez Mnemos, c'est La Conquête de la Sphère, le 3e tome de Grand Siècle, qui est sorti donc le 16 mai si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment tout frais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée d'une uchronie à la cour du roi Soleil? Tout bêtement parce que je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Quand je me suis posé la question de la nouvelle uchronie que je comptais écrire il y a maintenant 3 ans, puisque j'ai écrit le premier tome il y a 3 ans, et il est sorti il y a 2 ans, j'avais pas envie de revenir à l'époque classique des uchronies du steampunk, le 19e, et je me suis promené un petit peu dans l'histoire, et je me suis très vite rendu compte du moins en France, on ne s'est jamais intéressé au siècle Louis XIV et à Louis XIV lui-même, pourtant un des plus éminents personnages historiques de notre pays. Et j'ai eu cette idée un peu folle, un peu bizarre, de lier son siècle, le grand siècle, à la conquête spatiale, parce que je me suis rendu compte d'une chose, un hasard qui n'a aucune signification en soi, c'est qu'il s'est passé, la durée du règne de Louis XIV correspond à peu près au temps écoulé entre les tout premiers essais d'avion des frères Wright et le premier pas sur la Lune. Je me suis dit finalement, si durant le grand siècle on avait eu, grâce à des artifices que je ne vais pas révéler, des moyens technologiques de développer une forme de conquête spatiale, eh bien la durée du règne de Louis XIV aurait peut-être suffi pour envoyer les gens dans l'espace. Voilà comment tout ça est parti. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'intrigue? En fait, on suit une famille, la famille Caron. Voilà, alors j'ai voulu... il y a toujours tout un tas de personnages historiques réels, à commencer par le roi Soleil lui-même, mais j'ai voulu m'intéresser à des personnages fictifs. J'ai créé donc les enfants d'une même famille, les frères et sœurs Caron, fils et filles d'un humble pauvre paysan du duché de Lorraine, qui quittent leur femme dans les premières pages du premier tome parce que leur père se pend, se suicide, c'est la misère, ce sont les années terribles de famine, etc. Le vrai contexte historique finalement de l'époque est leur seul espoir de survivre, c'est de trouver refuge chez un lointain parent de leur mère, défunte, qui est libraire imprimeur à Paris. Et on suit, donc on va suivre en fait tout au long des 3 tomes de cette saga uchronique, leur destin est plus ou moins contrarié, parce que tous vont être pris dans les changements technologiques du grand siècle. Chacun a des degrés divers, soit en y participant, soit en s'y opposant. Voilà. Mais j'ai voulu des personnages vrais, crédibles et du peuple, entre guillemets, à la base, qui sont un petit peu les petites gens, je le dis absolument pas de façon péjorative, tels qu'on pouvait qu'ils étaient les plus communs à l'époque, c'est eux qui vivent les événements. Mais après, en plus, c'est vrai qu'il n'y en a pas un qui a la même carrière. J'ai voulu vraiment Ils partent aux 4 coins de la société, tous les niveaux. Complètement. L'une va devenir... C'était exceptionnel pour une femme à l'époque, une libraire imprimeur. Et là, c'était un petit clin d'œil à l'émancipation féminine, telle qu'elle n'était pas acceptée à l'époque. Un autre rejoint la cour des miracles et devient un assassin, un tueur, un bourreau, un peu malgré lui, et a une relation assez ambiguë avec la violence et la mort. Un autre participe pleinement, 2 autres participent pleinement à la forme de conquête spatiale que je développe, puisque l'un devient l'élève de Blaise Pascal, il participe au programme de construction des premiers engins spatiaux. Son jeune frère devient un équivalent du cosmonaute de l'époque, et j'en ai une, et la plus jeune sœur, elle un peu plus frivole. Beaucoup plus frivole, mais encore que elle sera courtisane à un moment, elle va se rapprocher du roi. Comme c'est comme la tradition, Louis XIV est également réputé pour avoir eu un nombre assez conséquent de maîtresses. Elle devient l'une d'elles à un moment donné, mais entre autres choses. Voilà.
Donc l'Académie de l'Éther contient quand même des passages assez noirs. Je pense donc notamment à ce qui se passe entre Pierre et Étienne, place de Grève. Il y a aussi le soulèvement des mineurs, sans oublier Jeanne qui est quand même toujours plus ou moins sur la corde raide entre rester sage et ses opinions politiques. Voilà, c'est quand même difficile encore à l'époque d'être libre de ses opinions. Est-ce que c'était un moyen de faire un revers aussi, enfin des parties aussi noires, de montrer le revers un peu de la médaille, de montrer que les avancées technologiques s'accompagnent souvent, voire toujours, d'un prix à payer? Complètement, un prix politique et social. Et puis, alors même si alors, je dérive vers une pure fiction pour la partie technologique, j'ai voulu que le contexte politique, géopolitique, social, soit fidèle à l'époque. Le règne de Louis XIV a rapidement devenu le règne d'un tyran, un temps soit peu éclairé certes, mais enfin... guerre sur guerre... Un tyran, toutes les guerres, sa vision d'État, sa façon de... Les dragonnades aussi. Les dragonnades, voilà, la façon dont ces troupes de soldats royaux se comportaient, décimaient, violaient, pillaient, enfin, c'était, il ne faut pas l'oublier, il y a le côté prestigieux, le côté un peu cliché, enfin, assez réel, Versailles, la cour, l'art et la culture, qui sont d'ailleurs aussi présents dans mon livre, mais la réalité pour la majorité de la population, c'était sombre, c'était difficile, c'était des périodes de guerre, de famine, de mort, enfin, voilà, c'était horrible. Finalement, d'ailleurs, quand les fusées ont commencé à partir dans l'espace, c'était aussi un contexte de guerre. Bon, certes, la guerre froide, mais c'était rivalité URSS Amérique. J'ai voulu adopter le même schéma, entre autres les raisons qui poussent Louis XIV. Enfin, il y a une petite, sans spoiler, parce qu'on sait dès le début, il y a une petite intervention extraterrestre, mais il y a également cette espèce de folie des grandeurs et de rivalité qui oppose lui aux autres princes d'Europe, aux Habsbourg en particulier. Effectivement, on peut faire le parallèle avec la guerre froide, l'opposition entre les Russes et s'il n'y avait pas eu cette rivalité entre Kennedy et puis je ne sais plus qui étaient les dirigeants russes de l'époque, mais voilà, on n'aurait pas eu cette impulsion politique pour nous emmener dans l'espace. Il faut ces conditions réunies pour que ça ait lieu. Et je trouvais que justement, le contexte géopolitique du grand siècle aurait pu s'y prêter si la technique avait été là. A été disponible. Et comment est-ce que vous avez écrit cette trilogie? Vous aviez déjà l'idée dès le début des 3 tomes, ou en fait vous avez écrit le premier puis vous vous êtes dit ah bah tiens... Alors le découpage en 3 parties était déjà là dès le début, avec les grandes lignes de chaque partie, avec les évolutions de chacun de mes personnages. Alors, pas forcément dans le détail, d'ailleurs je me suis surpris à la fin du tome 3 à épargner certains que je ne comptais pas épargner au début. J'ai pris d'affection pour eux, voilà. Mais globalement, sur les grandes étapes que subit la société que je décris, tout ça était assez clair dès le début, avant d'écrire les 3 tomes. Le découpage était là déjà. Une vision relativement claire d'où je voulais amener tous mes personnages. Et du côté des recherches, vous avez dû faire beaucoup de recherches historiques ou même peut-être techniques pour les fusées, pour Blaise Pascal, pour alors, oui et non. Le problème avec une époque pareille, ce genre de personnage, c'est qu'il y a une telle masse de documentation qu'il a fallu choisir. Je me suis concentré sur quelques ouvrages, quelques biographies, Louis XIV, Blaise Pascal, qui sont les personnages historiques au cœur du récit. Et puis pour ce qui est l'aspect technique, il y a beaucoup d'imagination et quelques petites recherches, je dirais, plus sur Internet, entre autres. Voilà. Je me suis limité à quelques biographies et il y a beaucoup d'inventions et beaucoup d'imagination aussi. Donc si vous deviez donner un pourcentage de vérité historique... Cela dit, alors, moi j'ose espérer quand bien même je leur fais vivre des aventures complètement folles par rapport à la réalité historique, je me débrouille toujours pour que les personnages historiques aient un comportement, un caractère qui correspondent à ce qu'ils étaient vraiment. Je pense, alors peut-être que les historiens, vrais historiens me démentiront,
Mais enfin, je pense quand même que mon Louis XIV, mon Blaise Pascal, Colbert, enfin tous les autres personnages qu'on va croiser, jusqu'à Madame de Sévigné par exemple, dans le dernier tome, etc. J'ai essayé vraiment de coller à ce qu'ils pouvaient être, du moins ce que j'ai compris qu'ils étaient à travers mes lectures. Voilà. Ils vivent des choses complètement différentes de leur réalité, mais ils sont fidèles à ce qu'on en sait apparemment. D'accord, oui, donc on le découvrira en lisant la trilogie et on se fera notre idée. Et pourquoi ce désir de revisiter l'histoire, de dire et si ça s'était passé autrement, et si tel personnage avait fait telle chose, ça vous permet de parler de sujets qui vous tiennent à cœur en fait, ou d'abord... Oui, alors c'est vrai que ça va dépendre des projets. Finalement, sur une sorte de petite fresque sur la longueur de cette trilogie, c'est vrai que ça permet d'aborder énormément de sujets qui font écho avec l'époque aussi, et puis parfois, simplement parce que je trouve que les personnages de certaines époques se prêtent à faire le monde imaginaire. Enfin voilà, je dirais que c'est aussi bête que ça, les raisons, elles ne sont pas plus particulières pour ce qui me concerne. Non, et puis j'ai toujours été fasciné, c'est un bien grand mot, mais enfin, si, parfois quand même fasciné par certains grands destins historiques. Donc, voilà, c'est bien de désacraliser aussi un peu certains personnages. Louis XIV, on l'a vu dans énormément de séries historiques, de romans historiques, donc de traiter avec un grand respect. Je trouve que c'est bien de le voir sous une autre, de le voir un peu autrement. Vous en dédiabolisez aussi ou pas du tout? Non, genre du moins j'ai pas souvenir d'avoir. Non. Comme je disais tout à l'heure, je m'amuse avec eux, mais j'essaie de rester assez fidèle à ce qu'ils étaient, donc de montrer vraiment toutes leurs facettes. Oui, Louis XIV avait de multiples facettes, son frère également, son frère qui est un personnage très important et qu'on oublie dans l'histoire d'ailleurs. Ou alors si on se souvient de lui, c'est pas forcément sur les jours les meilleurs. Pas pour les bonnes raisons, alors que c'est un personnage éminemment complexe. Qu'on voit très bien, je trouve, dans la série Versailles. Dans Versailles, exactement. Il est très intéressant dans Versailles. Là, je suis entièrement d'accord. Je trouve qu'on lui rend bien justice parce qu'on montre vraiment, finalement, on comprend pourquoi il a vécu ce comportement extravagant, on comprend son réel ressentiment et on le montre aussi sous son bon jour, effectivement. Tout à fait. C'est-à-dire un brillant stratège, un bon chef de guerre, même si tant peut-être que ce soit une vertu, mais quelqu'un qui n'a pas eu effectivement la confiance qu'il aurait dû avoir de la part de son frère, on ne peut pas refaire. Ni de sa mère, voilà. Mais il n'a pas eu de bol. Non, voilà, mais un personnage très intéressant. Et sur quoi vous travaillez maintenant? Vous avez déjà un nouveau projet en cours? Alors, là, je suis sur plusieurs projets jeunesse qu'il faut que je finalise. Terminer une trilogie chez Gulfstream qui s'appelle L'Imparfait. Donc, le premier tome est déjà paru, le deuxième tome paraît bientôt, je vais faire le troisième tome. Je suis en train d'écrire une nouvelle dystopie pour le seuil jeunesse. J'ai ensuite 2-3 autres petits projets jeunesse à terminer jusqu'à la fin de l'année. Et pour adultes, je dois terminer, je suis très en retard, mais c'est uniquement ma faute, je dois terminer une uchronie, plus ou moins une uchronie Renaissance avec François Ier, Léonard de Vinci, le Chevalier Bayard et quelques autres pour l'édition critique. J'aurais dû rendre ma copie il y a un moment, mais hélas, voilà, il y a eu des petits soucis, donc ça sera reporté l'année prochaine. Mais voilà tout ce qui va m'occuper jusqu'à la fin de l'année en cours. Donc on finit avec Louis XIV et son grand siècle, voilà. Et puis on verra François Ier plus tard. Très bien, et merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. On vous souhaite un très bon festival. Merci.